Depuis 1860, Simon accompagne celles et ceux qui osent défier les sommets en proposant des équipements innovants conçus à Chamonix. Aujourd'hui, Simon est fier de soutenir le podcast L'alpinisme au féminin qui relie les pionnières de l'alpinisme à celles qui façonnent notre époque. Learn from altitude. Saison 2. Une histoire de l'alpinisme au féminin. Des cordées symboliques, proposées par Mountain Path et la marque Simon. Les femmes ont toujours bravé les montagnes, façonnant l'histoire de l'alpinisme avec courage et audace. Pourtant, leurs exploits sont souvent restés dans l'ombre. En tant qu'alpiniste, peut-on avoir des enfants ? C'est la question un peu provocatrice que l'on se pose aujourd'hui. Pour y répondre, nous avons choisi d'encorder Alison Hargreaves et Isabelle Santoire. La Britannique et la Québécoise sont toutes deux mamans et alpinistes. Elles ont subi des jugements à des périodes et des degrés différents. Mais cette question sensible, une femme peut-elle s'exposer volontairement à des risques en ayant des enfants, reste toujours d'actualité. Avec Isabelle, alpiniste et guide de haute montagne, mère de 2 enfants dont le conjoint est lui-même guide, nous allons aborder cette question. Comment concilier plusieurs vies, affronter le regard des autres et trouver un équilibre durable ? Quel défi dans le regard de Alison Hargreaves, portant des dégaines, et son fils Tom, presque nourrisson sur le Black Rocks au Royaume-Uni. Alison Hargreaves est une pionnière de l'alpinisme féminin. Elle est décédée tragiquement au K2. Tom Ballard deviendra un brillant alpiniste. À 29 ans, lui aussi disparaît lors d'une tentative hivernale au Nanga Parbat. Cette triste généalogie questionne sur la quête que chaque humain poursuit pour exister. Alison naît le 17 février 1963 à Blackpool, au Royaume-Uni. Elle a marqué l'histoire de l'alpinisme par ses exploits audacieux et son engagement en faveur de l'égalité des sexes dans un domaine plutôt masculin. Dès son jeune âge, Alison s'illustre par son talent naturel pour l'escalade. Elle commence à gravir des montagnes dès son adolescence, mue par le désir ardent de conquérir les sommets les plus emblématiques du monde. À une époque où très peu de femmes s'aventuraient dans le monde de l'alpinisme, elle fait figure de pionnière, tout en conciliant une vie de famille. Elle revendique qu'une femme même enceinte peut continuer de grimper. Au fil du temps, la perception de l'alpinisme féminin a évolué d'une pratique jugée inconcevable, voire choquante et contraire aux bonnes mœurs, vers un jugement sévère d'irresponsabilité, jusqu'à une position plus tolérante aujourd'hui. Malgré tout, cette position critique sur la prise de risque et la maternité reste encore largement véhiculée par les médias qui n'accordent pas le même traitement aux pères. Comme les mères, ils ont des enfants à charge, mais quand il s'agit de rendre hommage à un alpiniste décédé de sexe masculin, il est rarement question de sa paternité et de sa responsabilité à l'égard de ses enfants. Il a vécu sa passion, dit-on, alors qu'une femme morte en montagne est jugée plus sévèrement. Le nombre de ses enfants est toujours mentionné, comme une preuve de culpabilité supplémentaire. La mort d'Alison au K2 en 1995 en est l'illustration. Son accident plonge le monde de la montagne dans une vive polémique. On reproche à cette mère de 2 jeunes enfants, dont Tom Ballard, qui a 7 ans, sa pratique égoïste de la montagne. Déjà en 1988, elle avait été vivement critiquée après avoir réussi l'ascension de la face nord de l'Eiger, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Elle avait répondu aux accusations d'un laconique « Je suis enceinte, pas malade ». Son parcours d'alpiniste mérite l'admiration. En 1993, elle gravit en solitaire les 6 grandes faces nord des Alpes, l'Eiger, les Dru, le Cervin, la Cima Grande, les Grandes Jorasses et le Piz-Badil. Le tout en une seule saison. Alison était une grimpeuse émérite et il n'y a pas beaucoup d'endroits au Royaume-Uni où l'on puisse trouver des conditions alpines pour s'entraîner. Début 1995, Alison et sa famille déménagent près du massif du Ben Nevis en Écosse. Ici, elle pourra s'entraîner. Elle est au tournant de sa carrière à seulement 33 ans. Quelques mois plus tôt, elle s'est lancé un défi à la hauteur de son talent, être la première femme à gravir les 3 plus hauts sommets de la planète, sans oxygène, sans assistance. L'Everest, le Kanchenjunga et le K2. Jusqu'alors, ces ascensions s'étaient faites en toute discrétion. Mais à l'annonce de son projet, la critique se déchaîne. Comment une mère peut-elle envisager de tels risques alors que des enfants l'attendent à la maison ?
Les médias affirment souvent qu'elle est la première femme à avoir gravi l'Everest sans assistance et sans oxygène, le 13 mai 1995. Mais en réalité, la néo-zélandaise Lydia Braday détient cette première depuis 1998. Forte de ce succès, elle décide d'enchaîner, l'été de la même année, une expédition au K2, seconde montagne de la planète. Le 13 août de la même année, elle atteint le sommet un peu avant 19h avec 5 autres personnes. Pris tous les 6 dans une violente tempête à la descente, aucun ne reviendra vivant. Alison avait 33 ans. Elle était la seule femme du groupe, mais pas la seule à avoir des enfants. L'emballement médiatique qui a suivi sa mort a été ravageur. On a critiqué ses choix, son engagement, son égoïsme. Les pères morts à ses côtés n'ont subi aucune agressivité médiatique sur ce sujet. Au-delà de ce déséquilibre du traitement médiatique, le thème de la maternité et de la prise de risque reste un sujet toujours délicat, un choix difficile, surtout lorsque l'on pratique un alpinisme de haut niveau en expédition. Peut-on être mère ou père lorsque l'on exerce une activité aussi dangereuse qui éloigne si longtemps du foyer et qui expose à de grands risques ? Chaque alpiniste apporte sa propre réponse en conscience. C'est une question relativement intime, que l'on soit mère ou père. Décordé symbolique. Elle a fait le choix d'avoir 2 enfants. La Québécoise Isabelle Santoire est guide de haute montagne. En 2005, elle est la 12e femme guide en France et conférencière. Cette réussite résulte d'une suite de rencontres influentes et d'épisodes de vie. Isabelle est le genre de personne qui bouscule sur la nécessité de trouver un équilibre, qui nous invite à sortir de notre zone de confort et à accueillir le changement. Elle est solaire et inspirante. Learn from altitude. Bonjour Isabelle, nous sommes heureux de t'accueillir et nous avons choisi de t'encorder avec une alpiniste britannique, Alison Hargreaves, qui a continué à pratiquer l'alpinisme de haut niveau alors qu'elle était enceinte ou mère de 2 enfants. Sa mort au K2 a suscité une vive polémique à l'époque en 1995 et c'est sur ce thème que nous avons envie de te questionner. Le thème du podcast cette fois-ci est un peu polémique. On l'a intitulé comme « Alpiniste, peut-on avoir des enfants ?» Tout d'abord, tu es guide de haute montagne et maman de 2 enfants. Et que représente pour toi l'évocation du parcours d'Alison ? Bon, moi je peux dire que je l'ai vécu, donc le jugement de faire de l'alpinisme en étant enceinte. Donc je me suis retrouvée devant le médecin après un examen une amyosynthèse et j'ai demandé combien de journées je devais avoir de repos et il m'a dit bon juste une journée ça va et après j'ai dit en fait c'est juste pour savoir parce que demain je travaille en cascade de glace et il m'a regardé et il m'a dit vous savez vous êtes enceinte et j'ai dit oui et il a dit c'est dangereux et j'ai dit mais qu'est-ce qui est dangereux en fait et donc du coup je j'ai dit vous savez elle m'a dit, il faut surtout pas tomber. Je dis, en cascade, il faut surtout pas tomber. Et en fait, je comprenais pas pourquoi elle me disait de pas faire une activité. C'est une activité que je fais au quotidien. Et pour moi, je voyais pas le danger, en fait. Oui, une fois d'ailleurs, Alison Hargreaves a réagi à la polémique en disant, je suis enceinte, je ne suis pas malade. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette petite phrase ? Eh ben, tout à fait. En fait, on se sent même plus, je dirais, on se sent en pleine forme. Pour moi, en tout cas, j'avais beaucoup d'énergie et je pouvais, je me sentais très bien. Donc, je me sentais pas malade, en tout cas. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer l'alpinisme ? Vous voulez la version courte ou la version longue ? Donc, c'est une longue histoire. C'est une histoire de 2 coups de foudre. Donc, évidemment, un coup de foudre avec un alpiniste britannique et un coup de foudre avec les montagnes. Et voilà. Donc, en fait, je suis d'origine canadienne, ou disons québécoise plutôt. Et je suis arrivée, donc, c'est dur de décourter mon histoire, mais je suis arrivée tout d'abord à Genève et j'ai découvert l'escalade. Donc, c'est là que j'ai découvert l'escalade. Au départ, en fait, moi, je viens d'un milieu très très rural et donc mon sport, c'était le patinage artistique. J'adorais la technicité, j'adorais la beauté du sport et j'ai retrouvé ça dans l'escalade. Il y avait tout un équilibre qui m'a tout de suite passionnée. J'ai passé mon adolescence à être dans le sport et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je me suis cassé la cheville
Et après, j'étais en déséquilibre, donc toute la seconde partie de l'adolescence, jusqu'au moment où j'ai retrouvé le plaisir de l'escalade. Et après, le plaisir de la montagne. Donc, en fait, j'ai trouvé cet équilibre. Ça m'a comme enveloppé d'une paix, en fait, de pouvoir faire de l'exercice et d'être dehors. Du coup, tu as trouvé cette paix à travers la montagne, mais qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à devenir guide de haute montagne? Au départ, je pensais pas devenir guide de haute montagne. En fait, je savais que je voulais travailler dans le plein air. Et j'avais fait donc la démarche pour devenir accompagnatrice parce que à l'époque, à l'époque encore probablement, c'était le métier de prédilection des femmes. Et on se voyait pas femme guide de haute montagne, mais plus accompagnatrice. Donc j'ai fait la démarche et puis en remplissant les cases pour le dossier, en fait, j'ai réalisé que j'avais pas de balade, de randonnée. Donc, toutes mes randonnées, c'était approche pour aller aux droites, approche pour aller à la Concagua, approche pour aller au Denali, approche pour aller... Voilà, en fait, je ne marchais pas, je grimpais, ou en tout cas, c'était mon parcours. Et en fait, en remplissant cette liste, j'ai réalisé que j'avais la liste pour aller au guide. Oui, tu t'es prête, en fait. Prête, je sais pas, mais en fait, j'avais la possibilité d'essayer. Donc, tu as osé sortir des assignations qui disaient les femmes à l'époque sont plutôt accompagnatrices que guides. Oui, disons que j'avais pas de liste, je pouvais pas remplir le dossier. Donc, finalement, je me suis dit, il faut remplir ce qui me ressemble, ce que j'ai fait. Et en fait, on m'a dit, ça sera impossible pour moi de devenir guide. Parce que je suis une femme, parce que je suis assez petite, puisque je suis pas de Chamonix. Ah oui, ça fait beaucoup de casseroles, hein. Alors, du coup, comment as-tu fait? Il fallait pas me dire ça. Donc, j'ai voulu essayer. Et puis, évidemment, la première année, j'ai échoué. J'ai bien échoué. Donc, les tests. Mais les tests étaient organisés cette année-là. Donc, c'est un test que j'avais échoué. C'était un parcours de bloc. C'était un parcours sur 1 minute 30. Et on évaluait donc la vitesse sur 1 minute 30. Donc, c'est clair qu'entre les hommes et les femmes, il y a une énorme différence avec un sac à dos de 12 kilos. Et alors, j'avais une note éliminatoire, donc c'était terminé. En fait, on était 3 femmes cette année-là, et les 3 femmes, on avait échoué le probatoire, et on nous a conseillé, on nous a dit peut-être que ça serait bien de se plaindre parce que c'était pas égal, c'était pas adapté pour les femmes. Et en fait, moi, je me suis dit que non, je voulais pas avoir un diplôme à rabais. Je voulais pas qu'on dise que que j'ai réussi parce qu'on avait descendu le niveau parce que je suis une femme. Donc, je me suis dit maintenant, je sais ce qu'ils veulent. Donc, je vais m'entraîner et je vais me présenter l'année d'après. J'ai donné le meilleur de moi-même et en fait, si ça passait pas, en fait, je me suis dit c'est parce qu'ils veulent pas que je réussisse parce que j'avais les compétences pour le faire et j'étais à l'aise. Donc, voilà. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui, il y ait seulement 40 femmes guides pour 1500 hommes? Est-ce que tu as une explication à cette énorme différence? Je dirais la première raison, c'est qu'on n'a pas beaucoup de modèles femmes. On met souvent en avant les exploits des hommes, moins celles des femmes. Et moi, j'ai une fille, donc ils ont très peu de modèles. Et moi, en tant que mère, étant le modèle, je pense que ça n'attire pas non plus. Donc Ta fille n'a pas envie de faire de la montagne comme tu l'as fait? Je pense que la montagne, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas envie, mais je pense que la montagne, elle est associée au danger. Et les femmes sont moins portées à aller pour un métier qui est étiqueté dangereux. Du coup, est-ce que tu as peur, toi, en montagne? Je vais pas te dire que j'ai pas peur. En fait, je pars pas tous les jours en me disant je vais au carton. J'ai développé une activité de guide qui me permet de vivre sereinement, c'est-à-dire de faire des choix qui minimisent les risques. Donc, il t'arrive de renoncer ou de dire non à un client, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est assez difficile quand mes collègues hommes continuent et que moi, je renonce. Donc, ça peut être vu parce que je suis une femme, mais en même temps, les gens, ils apprécient. Ils apprécient le fait d'être femme guide et
est souvent perçue par mes clients par sécurité, par choix qui vont être réfléchis. Donc tu penses que les femmes guides n'ont pas le même rapport au danger que les hommes? Je pense qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense pas qu'on peut dire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Mon mari, par ailleurs, il est guide et donc je pourrais dire qu'il est très féminin. Alors, non, je pense pas que ce soit hommes et femmes. Je pense que c'est beaucoup lié à l'expérience et je dirais aussi la mentalité des guides. Et quand tu as eu ton premier enfant, est-ce que cela a changé ton rapport à la montagne et à ta pratique? Avoir des enfants, ça change tout. Je pense qu'on apprend c'est quoi vraiment l'amour. Mais je dirais que mon besoin d'aller à la montagne il était encore présent. Et je dirais que j'ai eu moins envie de partir en expédition, partir loin, parce que j'avais plus envie d'être présente. Donc je pense que ça m'a apporté cette envie de présence, cette envie d'être, justement, au lieu de faire, toujours faire. Et ça m'a donné plus une pause dans ma vie de guide un peu. Je me suis pas arrêtée, mais j'ai vécu le métier de guide différemment. Donc on peut dire que la maternité, c'était pas vraiment un obstacle à ta pratique, mais plutôt une entrée dans une nouvelle approche. C'est ça? Ouais, tout à fait, parce que c'est bien, c'est très bien dit. Parce que avant, donc au début, quand je suis entrée dans le métier de guide, en fait, les clients m'engageaient pour un sommet. Le Mont Blanc, le Cervin, en hiver, le col du Passon. On m'engageait pour une course. Et au fil des années, je réalise que les gens m'engageaient pour une expérience. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé? C'est probablement moi qui ai changé aussi. Je voulais vivre, en fait, j'apportais aux gens une expérience de la montagne et non juste le sommet, en fait. Le sommet, c'est sûr que c'était la cerise sur le gâteau, c'était le bonus, mais c'était le cheminement qui était devenu plus important. C'est une belle approche. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est par rapport à tes choix qui sont donc originaux, de devenir alpiniste, guide. Quel regard ont porté les hommes autour de toi et les femmes aussi sur ces choix? Est-ce que tu as ressenti de l'incompréhension, des doutes, des critiques? J'ai eu la chance d'être dans une bonne époque, c'est-à-dire que et aussi probablement parce que j'avais le niveau technique, mais on m'a toujours accueilli. Donc les collègues guides m'ont toujours accueilli, les collègues aspirants guides, on m'a toujours super bien accueilli et même, je dirais, accompagné. Par contre, parfois, au niveau de la clientèle, au début, surtout quand j'étais guide, en fait, ils ne savaient pas. Guide, c'est pas féminin ou masculin. Donc, quand ils attendaient leur guide, ils s'attendaient à voir un homme. C'est plutôt de leur attente. Ils s'attendaient à voir un homme. Donc, souvent, ça a été plus le désamorcer la rencontre. Et puis après, ça se passait bien. Mais au début, pour moi, c'était un peu difficile. Il fallait faire ses preuves un peu, quelque part. Oui, et puis c'était de leur faire comprendre qu'on ne retient pas un client comme ça à corde tendue. Même un homme n'y arrive pas juste comme ça de tenir deux clients. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble et puis on fait des choix différents. Je vais pas prendre 3 personnes sur une arête ou ouais, je pense qu'il faut réaliser qu'on peut utiliser des techniques de mouflage, de faire des relais. On fait des choix différents. Voilà. J'ai eu une discussion une fois avec notre médecin local, Michel Cadot, qui m'avait dit que le fait de devenir médecin, c'est ce qui lui avait sauvé la vie. Parce que parfois il se disait, j'aurais aimé continuer les expéditions, mais il m'a dit, en fait, il réalise que le fait d'être médecin, ça lui a sauvé la vie. Et en fait, moi, je réalise que peut-être que le fait justement d'être mère, c'est ce qui m'a sauvé la vie aussi. Parce que je fais le métier de guide autrement. Et tu as déjà eu des refus? Non, pas des refus, mais c'est assez cocasse. Et donc, justement, deux hommes
très baraqués qui s'attendaient à avoir un guide masculin pour faire de la cascade de glace. Ils me voient arriver et ils m'ont dit excusez-nous, mais on attend notre guide. Et je leur dis que j'étais le guide. Alors du coup, je les ai vus, mais déjà ils se regardaient face à face et personne ne parlait. J'aurais dit bon les gars, on y va. Et on s'est retrouvés à l'extérieur. Et en fait, malheureusement pour un des clients, en soulevant le coffre de sa voiture, il y avait de la neige et ça lui est tombé sur la tête et ça lui a ouvert donc le crâne. Et en fait, c'était une comédie parce qu'on se retrouve à l'hôpital alors qu'on n'a encore rien fait. Et puis après, voilà, on est parti après en cascade et finalement après les points de suture. Et puis j'ai fait exprès de les amener dans quelque chose d'assez raide et voilà. Ils avaient bien envie de me dire corde tendue, du sec s'il vous plaît. Et du coup, ton mari est guide aussi. Alors, comment ça se passe à la maison? Comment est-ce que vous partagez la responsabilité des enfants, les charges du quotidien, etc.? Bon, je vis avec un homme moderne qui partage vraiment à 50-50 les tâches. Et puis, je dirais qu'il en fait presque plus que moi. Mais c'est quand les enfants étaient jeunes, c'était assez compliqué de gérer les horaires parce qu'on voulait que toujours un des deux soit à la maison. Donc, on avait un de ces tableaux à 2 entrées et en fait, c'était le premier à inscrire ses engagements et puis l'autre, il devait se débrouiller, essayer de bidouiller autour. Et ça, je trouvais ça dur. La phase où avec les enfants jeunes, de c'est toujours caser on avait ça caser les enfants, mais à Chamonix, il y a beaucoup de gens comme nous dans le métier du plein air ou le métier du spectacle. Voilà, on a des gens avec qui on a partagé, on faisait des échanges de week-end. Donc je prenais leurs enfants et puis ils prenaient les miens. Donc on faisait on s'arrangeait la plupart du temps qu'un des deux soit à la maison. Et on fait encore ça. Une sacrée organisation. Donc, lors de l'écriture de notre livre, on a remarqué que le traitement médiatique réservé aux femmes qui, malheureusement, décédaient en montagne, était souvent assez impitoyable et il y avait souvent des reproches qui leur étaient faits parce qu'elles laissaient des enfants, évidemment, alors que les hommes qui meurent en montagne n'étaient pas mentionnés de la même manière. Dans les rubriques nécrologiques, on disait souvent telle femme décédée, mère de X enfants, alors que dans les mêmes expés, parfois des hommes disparaissent et la question de la paternité n'est pas posée. J'aimerais te questionner à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Les médias, ils adorent faire sensation, hein, donc ça c'est clair. Et oui, malheureusement, ils vont aller chercher là où les gens, où ça peut faire parler les gens. Et c'est clair que le côté de la maternité, c'est vrai que ça peut être compliqué pour les gens de comprendre. Puis je pense que tant qu'on sera peu de femmes, on va être pointé du doigt, ça c'est clair. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait devenir alpiniste ou guide? De oser aller en tête. Je trouve que les femmes, souvent, elles se sous-estiment. Elles ont besoin de plus de temps pour prendre confiance. Donc, je dirais, il faut trouver des partenaires avec des femmes, oui, mais pas que des femmes. Il faut être en tête avec des hommes, justement, et oser demander de faire la prochaine longueur ou demander de recommencer, demander de poser des questions. Oser, c'est le mot. Oser. Oser. Et pour toi, quelles ont été les figures féminines ou masculines qui t'ont marqué ou qui ont joué un rôle important dans ton parcours? Moi, c'est bien sûr, c'est Catherine Destivelle et Lynn Hill. Donc, c'est mes 2 héroïnes. Catherine Destivelle parce que c'est vraiment pour moi une femme qui a osé et elle le faisait pour elle, c'était par passion. Les deux, c'était par passion et c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ces 2 femmes. Et Lynn Hill, c'est parce que on a le même gabarit, donc je me suis beaucoup identifiée à cette personne. Oui, puis t'aimais beaucoup l'escalade aussi. Donc. Dernière question, en quoi le parcours d'Alison peut-il inspirer aujourd'hui? Il faut vivre notre passion et je dirais que si on renonce à tout, d'être maman, nos enfants le ressentent. Nos enfants ont besoin de voir que
qu'on s'épanouit dans notre métier et il faut pas renoncer à ses rêves, quoi. Parce que nos enfants, ils nous admirent et faut leur donner, faut leur laisser, faut leur partager ça. Et c'est pas parce que on est enceinte qu'on peut plus rien faire. Donc au contraire, donc il faut être, faut oser poursuivre ses rêves. Learn from altitude. Décorder symbolique. Au fil des épisodes de ce podcast, vous découvrirez que l'alpinisme au masculin comme au féminin est une expérience intime. Le prochain épisode poursuivra l'exploration de cette histoire de l'alpinisme au féminin en encordant Simone Badier et Maud Van Poel. Simone Badier est une légende méconnue d'un alpinisme engagé. Elle a réalisé des ascensions extrêmes dans les années 60 à 70. Avec Maud, guide et formatrice des guides au sein de l'École nationale, experte de l'accidentologie en montagne, nous allons essayer de comprendre si les femmes et les hommes abordent les risques différemment. Learn from altitude. Produit par Mountain Path avec Simon et réalisé par Globule Radio. Scénario Jessica Compois. Mixage Kirstine Mackenzie. À découvrir, une histoire de l'alpinisme au féminin avec Stéphanie et Blaise Agresti aux éditions Glénat. Learn from altitude. En partenariat avec Simon.